Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 23 janvier. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Une classe s'est effondrée sur des élèves à Débrimou, à quelques kilomètres de Dabou. Une élève de CM2 a été tuée. On déplore également 6 blessés, dont des ouvriers. La classe était en réfection pendant que les cours se poursuivaient. À Davos, en Suisse, s'est ouvert ce mardi le forum économique. Plus de 3000 participants sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. Le forum a été inauguré par le Premier ministre indien. La Côte d'Ivoire participe aux travaux avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. La commission électorale indépendante prépare les élections locales et sénatoriales prévues cette année 2018. La CEI a entamé les consultations avec les partis politiques. Elle les invite à déposer au plus tard le 3 février prochain la liste de leurs membres devant constituer les commissions électorales. Enfin, la justice centrafricaine condamne aux travaux forcés à perpétuité le général Andilo, l'un des leaders anti-Balaka. Il est sommé par ailleurs de verser aux victimes ou à leurs familles 118 millions de francs CFA comme dommages et intérêts. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le village de Débrimou, situé à quelques kilomètres de Dabou, est dans la consternation. La classe de CM2 de l'école primaire Abraham de Débrimou s'est effondrée ce mardi sur les élèves. Bilan, une élève tuée et 6 blessés, dont des ouvriers qui travaillaient au sein de l'école. La classe était en réfection alors que les cours se poursuivaient. Notre reporter Issa Kionan-Yeo et son équipe se sont rendus sur place. Lundi noir à Débrimou, village situé dans la commune de Dabou. Un pan du mur de la classe de CM2 de l'EPP Débrimou Abraham cède en pleine réfection du bâtiment. Le toit s'écroule sur les élèves. Bilan, 6 blessés, 4 élèves, 2 ouvriers et une élève décédée. J'ai échangé avec l'entrepreneur. Il m'a dit que le travail pouvait se faire sans déranger les enfants. Et j'ai dit, mais quel est le plan? Il m'a dit non, il va faire un fossé à 1 mètre 20 ou 50 par rapport à l'ancien mur. À une certaine hauteur, à ce moment-là, on bloque la charpente et puis les enfants dégagent, ils vont. Nous, on va faire tomber l'ancien mur. C'est ce qui a été arrêté. Et ils ont engagé les travaux de midi pratiquement jusqu'à 16h15 où le drame est parvenu. Nous sommes en deuil parce que nous venons de perdre un élève très brillant, le premier de sa classe. Il est décédé d'une manière inattendue. Les élèves blessés racontent leur calvaire. Quand j'ai eu la détonation, je me suis couché sur le banc. Et puis, les toits sont tombés sur mon dos. C'est ça maintenant, j'ai commencé à crier le nom du directeur. Et puis, ça venait soulever les toits et puis je me suis levé, puis je suis venu au dehors, puis j'ai commencé à pleurer. La classe de CM2 n'est pas un cas isolé dans cette école construite en 1973. D'autres bâtiments sont également fissurés, constituant ainsi une réelle menace pour les élèves. Je lance un appel aux autorités de ce pays à nous aider à refaire ce bâtiment rapidement pour que les cours reprennent normalement. 5 des 6 blessés sont hors de danger. Ils ont été libérés après les soins. Un ouvrier dans un état critique a été évacué au CHU de Yopougon. Et plus loin, à Davos, en Suisse, les chutes de neige n'ont pas empêché l'ouverture officielle du forum économique ce mardi. Plus de 3000 participants sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. Le forum a été inauguré par le Premier ministre indien qui a défendu l'ouverture des frontières commerciales et financières. La Côte d'Ivoire, bien sûr, participe aux travaux. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Adama Koné est notre envoyé spécial. 350 gouvernants et plus de 1000 dirigeants d'entreprises au pied des montagnes de la commune de Davos, à l'est de la Suisse. À ce 48e rendez-vous annuel dénommé Forum économique de Davos, l'Afrique veut se définir une perspective stratégique. Si le panel a été fermé aux médias, le Premier ministre ivoirien livre les clés d'un développement harmonieux du continent. Un parcours initiatique qui passe d'abord par la transformation. Nous avons un grand défi qui est celui donc, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes.
Et que pour relever ce défi, il est extrêmement important que l'Afrique s'industrialise. Il n'y a pas d'autre solution, il faut que nous puissions nous industrialiser. Et pour des pays agricoles comme le nôtre, donc cela passera par une agro-industrie extrêmement forte, une transformation de nos matières premières agricoles. Mais de manière plus générale, donc, que ce soit au niveau des ressources minérales, que ce soit au niveau des ressources pétrolières, gazières, tout ce que vous voulez. Donc, il est important que l'Afrique transforme ces matières premières pour avoir le maximum de valeur ajoutée et capter tous les éléments de la chaîne de valeur au niveau des différentes filières. Toutefois, la modification structurelle des économies africaines nécessite une mobilisation de fonds. Le gap en la matière s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA chaque année. La question de l'investissement reste donc une préoccupation. Il faut trouver les financements. Donc, nous avons travaillé aussi sur la mobilisation des financements pour combler ce gap d'infrastructures. L'investissement dans les zones industrielles est extrêmement aussi important pour permettre d'avoir l'environnement qu'il faut pour permettre aux industries de pouvoir s'installer. L'Afrique enregistrera dans les années à venir le quart de la population mondiale, dont les 50% seront des jeunes. C'est tout naturellement que les étapes d'industrialisation et d'investissement doivent être accompagnées d'une qualité des ressources humaines. Il faut avoir une main-d'œuvre qui soit qualifiée. Il faut former les jeunes, que ce soit au niveau de l'élite, pour encadrer tout le monde, mais il faut aussi au niveau des ouvriers, des employés, etc., au niveau des zones de maîtrise. Aussi un personnel qui soit qualifié. Donc la formation professionnelle est extrêmement importante. Le Forum économique mondial de Davos se penchera entre autres sur les causes des multiples fractures politiques, économiques et sociales dans le monde. Objectif, construire un avenir commun dans un monde fracturé. Thème du forum. Sur place ici en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante prépare les élections locales et sénatoriales prévues cette année 2018. La CEI a donc entamé les consultations avec les partis politiques. Le président de la CEI invite les formations politiques à déposer au plus tard le 3 février prochain la liste de leurs membres devant constituer les commissions électorales locales. Gabriel Zani nous en dit plus. 2018. Une année électorale cruciale pour la commission électorale indépendante. Ce mardi, la CEI a réuni les représentants des partis politiques pour recueillir leurs avis sur certains points. Le premier, la liste des membres des partis politiques devant constituer les commissions électorales locales. Vous nous enverrez la liste des personnes que vous souhaitez voir intégrer les commissions électorales locales et le délai pour le dépôt de ces listes, c'est le 3 février. 19 commissions électorales locales sont créées, en plus de 577 qui existaient déjà. Le but est d'accélérer le processus de révision de la liste électorale, dont la date doit être incessamment fixée par le gouvernement. Le processus de révision de la liste électorale est le deuxième point de cette consultation. La révision de la liste électorale est une opération délicate qui requiert l'engagement de tous. C'est pour toutes ces raisons que la commission électorale indépendante souhaite que vous vous associez à elle pour informer et sensibiliser vos militants pour une adhésion massive de ceux-ci. Elle souhaite, en outre, que vous vous appropriez le processus de révision de la liste électorale afin que celle-ci ne soit pas l'affaire de la seule commission électorale. Une liste électorale affichée au moins 3 mois avant la tenue des scrutins. 11 000 bureaux de vote pour accueillir des millions d'électeurs qui devront choisir les maires, les conseillers régionaux et les sénateurs. La participation des partis politiques à ces différentes étapes est cruciale pour la crédibilité des élections. Et justement, les réactions des représentants des partis politiques ont été recueillies à l'issue de cette rencontre avec la CEI. Nous les écoutons au micro de Gabriel Zani. Puisque nous souhaitons que des élections se fassent sans qu'il y ait des accros majeurs, alors il faudrait que la CEI soit complètement reformée. C'était pratiquement le préalable que nous posons. Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait au profit de tous les Ivoiriens et conforme aux valeurs démocratiques et républicaines, je crois que il faut bien qu'on ait un organe de gestion de ces élections qui soit consensuel. Nous sommes disposés
à participer à ces élections, à accompagner, je veux dire, nos électeurs, nos militants, aller se faire enrôler le moment venu. La CEI est suffisamment outillée. Nous avons travaillé beaucoup de fois sur beaucoup d'élections avec la commission électorale et cette commission est suffisamment outillée maintenant pour organiser de très bonnes élections. Nous avons vu les élections présidentielles, ça s'est bien passé. Le FPI a décidé de participer à toutes les élections. Et le FPI va lutter pour une réforme de la CEI parce que cette CEI-là est déséquilibrée et inéquitable. Tout parti politique sérieux ne peut pas ne pas participer à ces élections. Nous sommes un parti membre du RADP, c'est bien entendu, mais tous les partis membres du RADP, bien évidemment, s'organisent pour participer à ces élections pour que chaque parti ayant des élus, le RADP puisse sortir renforcé à l'issue de ce processus. Ce que nous allons faire dès maintenant, c'est de toucher rapidement nos militants et enfin devant toute la Côte d'Ivoire pour qu'avant le 3 février, on puisse déposer surtout dans les nouvelles CEL qui vont ouvrir nos représentants dans les lieux de vote. Notez également dans l'actualité nationale que c'est la semaine des douanes ivoiriennes. La CDI va démarrer ses activités ce mardi. Des annonces ont été faites pour l'année 2018. Les douanes ivoiriennes se fixent comme objectif de recettes 1803 milliards de francs CFA contre 1723 milliards l'année dernière. Mais comment atteindre cet objectif? Les agents des douanes ont mis sur de meilleures stratégies en vue d'une mobilisation des ressources. C'est ce que nous explique Lansine Bakayoko. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif assigné aux douanes ivoiriennes s'élève à 1803 milliards de francs CFA, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Nos impératifs budgétaires exigent de vous une administration douanière au rendez-vous du XXIe siècle, c'est-à-dire une douane professionnelle, performante et offrant des services de qualité. Cette douane performante offrant des services de qualité tout à fait possible à condition d'actionner efficacement et à bonne date un certain nombre de leviers, dont la sécurisation des régimes économiques par la création d'une brigade du transit, ainsi que la poursuite du programme de modernisation des services en adéquation avec le schéma directeur de la réforme des finances publiques. Dans cette perspective, les instruments de l'audit interne devront être mis en place pour promouvoir la bonne gouvernance dans le processus de mobilisation des ressources. En attendant la mise en œuvre de ce projet, il va falloir trouver ici et maintenant des réponses claires à quelques problématiques bien actuelles. Concernant la lutte contre la fraude, je voudrais souligner mes fortes attentes en matière de sécurisation du transit routier et en matière de lutte contre la contrebande aux frontières ainsi que sur les différents plans d'eau. La semaine des douanes ivoiriennes qui sert d'occasion à cet exercice d'auto-évaluation est à sa 5e édition. La phase 2 du projet filet socio-productif qui prend en compte 30 000 ménages démunis est au centre de la rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et une mission technique de la Banque mondiale. La rencontre a permis de faire le point des opérations en cours. Les filets sociaux initiés par le gouvernement visent, je rappelle, à lutter contre l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Le reportage de Grace Kandou. Une mission d'assistance technique de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet filet socio-productif au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette rencontre consiste à faire le bilan des opérations en cours. Le projet filet sociaux du gouvernement ivoirien est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il s'agit d'octroyer gracieusement un montant de 36 000 francs CFA à chaque ménage défavorisé du milieu rural tous les trimestres et ce pendant 3 ans. Pour la phase pilote, 5 000 ménages ont perçu leur allocation. En ce qui concerne la phase de passage à l'échelle nationale, ce sont 30 000 ménages qui sont concernés. Nous voyons toujours ce projet comme quelque chose de catalytique, à la fois pour agir contre la pauvreté et de faire que les citoyens de la Côte d'Ivoire aient plus d'opportunités d'avancer au niveau économique
Et aussi, on a beaucoup parlé de la possibilité de rendre les citoyens, surtout avec des revenus modestes, plus productifs et donc avoir plus de possibilités d'autonomie financière et sociale. Notre souhait, c'est que ceux qui bénéficient de cet argent parce qu'indigents ne restent pas indigents. Et ce que nous proposons à la banque, c'est donc un accompagnement qui permette à des gens qui sont déjà en zone rurale, qui sont déjà habitués à l'agriculture et à l'élevage, puissent participer à des activités génératrices de revenus. Au total, 12 régions du milieu rural des zones centre, nord et ouest bénéficient du projet filets sociaux productifs. Et la Côte d'Ivoire engagée dans la lutte contre la pauvreté avec 3 autres pays, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana, sont concernés par le projet d'aménagement des corridors en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de développer les zones côtières et les zones intérieures de ces 4 pays. Le séminaire international qui se tient donc ici à Abidjan vise à valider le plan directeur de ce projet en vue de sa mise en œuvre. Le but est clair, favoriser le développement économique sous-régional. Justine Sekike. Un projet fédérateur, intégrateur, créateur de richesses et d'emplois reliant la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. C'est l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Le projet permettra d'améliorer les infrastructures de transport en termes d'énergie, en termes de communication, mais aussi les secteurs économiques pour créer de la richesse, l'agriculture, les industries. Cette rencontre internationale regroupant les ministres des pays concernés et leurs délégations vise à valider le projet d'élaboration du schéma directeur obtenu après une étude de 3 ans financée par l'agence japonaise de coopération. Le projet de plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, dont l'idée a germé lors de la 5e conférence internationale du Japon sur le développement en Afrique que nous appelons TICAD, a été inscrit dans le plan d'action de Yokohama en juin 2013. Je puis vous assurer que le gouvernement ivoirien, après la validation et l'adoption du projet, ne ménagera aucun effort pour sa mise en œuvre dans le cadre de politiques nationales et des plans opérationnels de développement. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, regroupe 8 pays, 112 millions d'habitants avec un taux de croissance du produit intérieur brut PIB de 7% et un taux de croissance de 6,6% au premier trimestre 2017. Au niveau judiciaire, les activités de la semaine de l'avocat ont démarré aujourd'hui. Le thème, l'avocat, acteur de développement, les hommes et femmes en robe noire veulent se rapprocher davantage des populations afin d'être à leur écoute. Pendant une semaine donc, ces populations auront droit à des consultations et plaidoiries gratuites. Le reportage d'Abou Sanogo. Une exposition photo sur la profession d'avocat et l'histoire du barreau pour démarrer les activités de la semaine de l'avocat. Les experts du droit se rencontrent pour s'interroger sur les fondamentaux de leur profession et se rapprocher des justiciables. Nous allons donner à l'avocat un visage désormais. Non plus une image, mais un visage. Un visage paisible et plaisant. L'avocat aux côtés de tous les justiciables, avec un accent particulier sur son rôle social. Les avocats doivent gagner en compétences pour être des interlocuteurs privilégiés des acteurs du développement. Le président du Conseil constitutionnel a invité les avocats à tirer profit de leur semaine. Que des avocats se définissent comme acteurs de développement, c'est l'évidence même dans la mesure où ils sont les aiguilleurs et les boussoles des opérateurs économiques consciencieux. Que l'avocat se définisse comme entrepreneur, oui, à condition de se souvenir qu'il est un chef d'entreprise un peu spécial et de ne pas épouser les travers du monde des affaires. C'est pourquoi je vous engage donc fortement à en tirer toutes les conséquences en termes de progrès de votre profession. Et c'est à vous, avocats d'aujourd'hui, que revient la tâche de permettre aux avocats de demain de dire eux aussi, et à leur tour, qu'ils ont une ascendance glorieuse.
La semaine de l'avocat sera marquée par des consultations et plaidoiries gratuites dans 4 juridictions du district d'Abidjan, notamment au palais de justice, au tribunal du travail, au tribunal de Yopougon et au tribunal de commerce d'Abidjan. Le thème, à savoir, l'avocat, acteur de développement, fait la promotion du métier d'avocat. À cet effet, des procès fictifs sont prévus. Du côté de Tienemboué, dans la région du Béré, les fonctionnaires et agents de l'État ont organisé une marche pour décrier la pénurie d'eau dans leur localité. Les installations ne répondent plus aux besoins actuels des populations. Les fonctionnaires ont donc décidé d'interpeller la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire pour une solution. Soro Corona, Kwame Jean de Dieu. Touré Pascal est fonctionnaire à Tienemboué depuis 2010. En 8 ans de présence, il doit se battre quotidiennement pour s'approvisionner en eau potable. À partir du mois de décembre jusqu'à fin mars, nous avons un problème d'eau à Tienemboué. Bon, nous nous débrouillons. Les femmes vont chercher de l'eau dans les puits, s'il y en a. Souvent, on reste au dehors jusqu'à 2 h du matin pour pouvoir avoir de l'eau. Si nous ne creusons pas un trou, puisque la pression d'eau est vraiment faible, voilà. Nous faisons comme ça là, quand l'eau vient, nous recueillons dans une bassine. Il faut rester là, il faut veiller jusqu'à 2 h, 3 h, enfin jusqu'au petit matin. On a oublié de faire du feu, on va rester là au chaud, pour avoir l'eau dans ces temps-là. Bakary Souloué a quant à lui creusé un puits pour amoindrir sa souffrance. Un point d'eau qui sert à tout le quartier. On se lève à 4 h, je réveille les enfants, ils prennent un certain nombre de bidons, on remplit la barrique et puis on laisse le puits ouvert toute la journée. Maintenant, les femmes du quartier, bon, elles passent toute la journée ici. Hier même là, moi je me suis promenée. C'est une cuvette seulement hier eu. Donc j'ai préparé à 23 h, les enfants ont mangé. Souvent on dort même sans manger parce qu'il n'y a pas l'eau. Les installations des années 80 ne répondent plus aux besoins d'une population estimée à plus de 18 000 âmes. Les travaux entamés en 2015 par le programme présidentiel d'urgence PPU pour régler cette difficulté sont en veilleuse. Il ne reste pas grand-chose. Si déjà on a tiré la ligne pour envoyer dans le village où il y a le forage, ça veut dire qu'il faut placer 2 poteaux, un transfo et puis l'équipement sur la clôture et puis alimenter. Pour crier leur ras-le-bol, les fonctionnaires et agents de l'État en service dans cette localité ont marché dans les rues de Tienemboué. Administration publique et établissements scolaires sont restés porte close. En attendant le redémarrage des travaux pour raccorder les ménages aux nouvelles installations, le calvaire des fonctionnaires de Tienemboué continue. Une situation qui va s'empirer avec la longue saison sèche qui vient de débuter. Toujours à l'intérieur du pays, après les départements d'Issia et de Biancouman, le département de Tengrela va disposer de sa maison du vivre ensemble, une institution de règlement de conflits et de promotion des valeurs de la cohésion sociale et de paix. Les travaux de construction ont été lancés ce dimanche par la ministre Mariatou Koné. Le département va en outre bénéficier de 2 projets communautaires, comme nous le dit Mamadou Kwasi. Le département de Tengrela est confronté depuis ces dernières années à de nombreux conflits. Conflits liés au foncier et aussi entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans quelques mois, une bâtisse dénommée la Maison du Vivre Ensemble sortira de terre. Une institution qui servira de cadre de règlement de conflits, de promotion de la cohésion sociale et de la paix. Même si à les parents, vraiment, on cherche Dieu pour que nous aide. Avec la dialogue, on va régler, pour mettre ensemble, pour régler tous les palabres qui rentrent chacun de nous. La ministre Mariatou Koné a saisi l'occasion pour inviter les chefs de communauté et les chefs traditionnels à promouvoir les valeurs de paix pour le développement de la région de la Bagoué. Jouer ce rôle qui est celui d'être des artisans de paix pour la prévention et la gestion des conflits. Et si par extraordinaire ce conflit venait à naître, vous devez nous aider rapidement à éteindre le feu afin que nous ayons une paix durable dans la Bagoué, parce que c'est grâce à la paix, grâce à la stabilité que le développement que nous souhaitons peut arriver. Et donc je voudrais vous encourager, les chefs, à entretenir la paix. Cette initiative du gouvernement est bien appréciée par les cadres de la région de la Bagoué, plus que jamais engagés à jouer la carte de l'unité et de la cohésion pour l'amélioration des conditions de vie de leurs parents. Vous donnez à la Côte d'Ivoire entière un bel exemple d'harmonie et la cohésion, fruit
et l'éloquente application du vivre ensemble. C'est la première. Nous avons fait la demande pour une dizaine de maisons dans la région de la Bagoué pour justement donner des outils aux chefs pour régler les conflits. Mais il faut dire que ça existait déjà, ce qu'on appelle l'arbre à palabre. En plus de la construction de la maison du vivre ensemble, le département de Tengrela va bénéficier de 2 autres projets communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale. Cette cérémonie de lancement des travaux a permis à la ministre de la Femme, la protection de l'enfant et de la solidarité, Maria Toukoni, de remettre les chèques aux structures en charge de la réalisation des travaux. À Abangourou, dans l'indénié du Ablin, la plupart des populations préfèrent faire leurs emplettes une fois la nuit tombée. Au marché de nuit donc d'Abangourou, les commerçants, vous allez le voir, ne chôment pas. Les étals sont régulièrement visités par les clients qui y trouvent ce qu'ils veulent et à bon prix surtout. Notre reporter Jeanne Atoubé a fait un tour dans ce marché de nuit. Les comptes sont bons pour les commerçants et les clients. Il est 17h30 à Abangourou quand dans la ville, le soleil commence à se coucher. Pendant ce temps, au quartier Château, il y a une rue qui semble commencer son réveil. C'est la rue contiguë à la place de la Solidarité, transformée tous les jours à cette heure en terrain de football. Dans une atmosphère de marché, automobilistes, piétons, vendeurs ambulants et motocyclistes se disputent le passage sur cette rue, destination privilégiée des populations d'Abangourou. Si nous n'avons pas ce que nous voulons avoir dans notre quartier, nous sommes obligés de venir là pour chercher pour nos enfants. Je suis venu chercher une chaussure pour ma fille. Au marché, souvent on trouve des petits trucs qui sont chers. Avec ici, on peut en trouver 3 au même prix. Voilà le vrai visage de la rue appelée marché de nuit. Filmé quelques heures plus tôt, un endroit calme, dans son aspect normal. Mais aussitôt le soleil a disparu dans le ciel, cette rue subit une totale transformation pour devenir cette rue commerçante, bruyante, chaude, attractive même, qui fait la singularité du quartier Château autant qu'il ajoute au pittoresque de la ville. Tous les soirs, le commerce y est roi. Avec ses vedettes, ses vendeurs d'origine ghanéenne pour la plupart, aux techniques de vente bien particulières. Venez voir. Qui comprend chinois? C'est ainsi tous les jours de la semaine, de 17h30 jusque tard dans la soirée en ce lieu, où vendeurs et acheteurs tirent de leur présence de réels bénéfices. Il n'y a pas de honte. Bon, il y a des gens même qui appellent. Tu donnes ton numéro, quand on casse net, on t'appelle, premier choix. Tu viens, tu tries. Et puis, il y a des bons trucs dedans. On dit toujours que c'est les habits des Blancs. Qui n'aime pas porter habits des Blancs? Donc, tout le monde vient ici. On se croise. Les tasses sont un peu réduites. C'est pas comme au grand marché. Comme c'est la nuit seulement, c'est 3 000 par mois. Le marché de nuit d'Abangourou est le lieu de prolongement des activités des petits commerçants du marché central. On y trouve essentiellement des articles issus de la friperie pour tous les âges, tous les goûts, tendance même et à la portée de toutes les bourses. Passant par là, même sans motivation d'achat, il est difficile de résister à l'appel des vendeurs. Difficile aussi de ne pas succomber à la tentation de l'offre. Au fait, je n'étais pas venue pour ça, j'étais de passage. Et puis j'ai vu, puis j'ai commencé à fouiller. Toutes les filles d'Abangourou s'habillent ici. Bon, donc on ne peut pas se cacher pour ça. Premier prix, c'est 1 000 francs, 2 500. Deuxième prix, le même jour, là, le soir, là, c'est 500. Maintenant, deuxième jour, c'est 300. Maintenant, quatrième jour, maintenant, on passe à 2 à 500, 2 à 600. Il y a 100 francs. Quand on finit de vendre les 100 francs, le reste, on s'est livré ça à café tout. Qu'on ne s'y trompe pas. Le marché de nuit, ce n'est pas essentiellement la friperie. Si vous voulez des articles neufs, vous en trouverez dans les magasins qui bordent la rue, attractifs et bien achalandés, mais supportant difficilement la concurrence. S'habiller aujourd'hui dans la friperie à Abangourou est depuis bien longtemps un art de vivre. Et le marché de nuit s'y prête à merveille. Voilà un marché de nuit donc à visiter si vous êtes de passage à Abangourou. C'était un sujet réalisé par Eugène Atoubé.
À l'étranger, en Afrique du Sud, les négociations sont engagées entre le président sud-africain Jacob Zuma, accusé de corruption, et son parti, le Congrès national africain, pour son départ anticipé du pouvoir. L'ANC veut mettre un terme avant l'heure à un peu plus d'un an d'élections cruciales. Le parti a évoqué le sujet du départ de Jacob Zuma lors d'une réunion tenue ce week-end à Pretoria. La justice centrafricaine a condamné aux travaux forcés à perpétuité le général Andilo, l'un des leaders anti-Balaka. Il est sommé par ailleurs de verser aux victimes ou à leurs familles 118 millions de francs CFA comme dommages et intérêts. Le parquet l'a condamné pour assassinat, séquestration, association de malfaiteurs, vol aggravé et détention illégale d'armes de guerre. C'est le premier acteur de la crise qui a ravagé la Centrafrique de 2013 à 2015 qui est ainsi condamné. Sa défense compte interjeter appel. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain, retrouvez David Mobio à 20h.